Super. Eh ben, bienvenue en tout cas, et on va essayer de reprendre où on en était la dernière fois. Et donc Jordan ne pourra pas venir aujourd'hui, elle viendra une fois prochaine. Et donc, de quoi est-ce qu'on a parlé la dernière fois? Ah, bonne question. Alors, on en était dans Comment le l'esprit nous Yogacara. apparaît. Oui, exactement, Yogacara, ouais. Hmm. Yogacara, Chittamatra, Vijnana Vada, c'est pareil, c'est similaire, c'est équivalent. Et Très on bien. disait selon les personnes, enfin les consciences, c'était différent. Si c'était un homme, on voyait un verre d'eau. Si c'était... Oui, voilà. oui, oui, Le tout à fait. Preta, il voit du sang, du pu. Le Deva, il voit du nectar, etc. Oui, ouais, ouais, exactement. On en était là. On était à cet exemple-là qui est pris justement par les tenants du Chittamatra pour dire que, bah, ils disent, bah, regardez, si un humain voit de l'eau, si un déva voit du nectar, etc., c'est qu'il n'y a rien du tout là à l'extérieur de la conscience. Ouais. C'est un Hmm. petit peu comme si vous avez deux personnes en train de rêver, elles sont en train de rêver en même temps, elles sont en train de rêver du même récipient, mais le récipient va, en fonction de leur rêve individuel, avoir un contenu différent. Ouais. Exactement. Et donc, c'était vers la page 100. Voilà, la page 100. Oui, c'était la page Ouais. 100, exactement. Donc, on avait parlé des graines et il y a un développement intéressant dans, vous savez, dans les livres, la dernière série qui a été publiée avec Sa Sainteté Dalai Lama et la Vénérable Thupten Chodron. Il y a toute une série de livres, des enseignements fondamentaux, etc., qui font le lien entre le Lamrim et les programmes d'études qu'on peut avoir dans la FPMT, par exemple, qui est vraiment super. Et dans le numéro 3, où il parle du samsara, du nirvana, etc., il y a un passage sur les graines. Et donc, en effet, quand on parle de graines, une graine, c'est une empreinte. Ouais. C'est une empreinte qui est active, qui peut donner un état similaire, qui peut donner un fruit, en fait, on peut dire. Alors qu'une empreinte n'est pas nécessairement une graine. Ouais. Une empreinte, ça peut être juste une rémanence, une potentialité. Ouais, Hmm. très bien. Oui. Ok. Donc c'est vrai que quand on parle d'empreinte, parfois ça peut tout simplement renvoyer aux graines. Et quand on parle de graines, ça renvoie nécessairement à des empreintes. Ouais. Donc là, c'est pareil, c'est le même principe, c'est des potentialités qui germent dans la conscience et qui font qu'on appréhende ceci, on appréhende cela, on a telle ou telle expérience. Ouais, ça c'est le point de vue du Chittamatra. Très bien. Donc, ok, donc je pense que c'est en haut de la page 100. Donc, de quelle nature sont ces graines? Ces graines sont simplement des potentialités que nous avons en nous pour produire différentes expériences. Et ces potentialités sont réveillées à différents moments. Elles sont elles-mêmes créées par des expériences précédentes. Donc, c'est ce qu'on avait vu. On avait vu qu'il y avait des graines de type similaire qui font que la maison qu'on voit aujourd'hui est similaire à la maison qu'on a vue hier ou il y a 10 ans en arrière, etc. Ou même au cours d'une vie passée, pourquoi pas. Ok. Elles sont elles-mêmes créées par des expériences précédentes ainsi que par des actions précédentes. Hein, quand on parle de graines, on parle des graines des afflictions et on parle des graines karmiques. Ouais. Donc, c'est Ouais. deux choses différentes. Hein. Hmm. C'est vraiment deux choses différentes. Une graine d'une affliction va donner un état d'esprit similaire. Par exemple, si on est en colère et qu'on se calme, la colère va être résorbée sous forme de graine, de forme de potentiel, qui à l'avenir donnera à nouveau une colère, un moment de colère, si on n'a pas éliminé ces graines, ou si on n'a pas éliminé ce qui engendre le mûrissement de ces graines. Ouais. Les graines karmiques, c'est différent. Les graines karmiques, elles vont rester aussi dans notre continuum jusqu'à ce qu'on les détruise complètement au moment de l'éveil. Il n'y a qu'au moment de l'éveil que les graines karmiques peuvent être détruites. Ça veut dire qu'un harat, par exemple, quelqu'un qui a obtenu le nirvana individuel, a encore des graines karmiques dans son continuum, mais ces graines ne peuvent plus germer, ne peuvent plus engendrer des renaissances. Ouais. Ouais. Mm. Super. Donc, il y a bien cette différence entre graines karmiques et graines des afflictions. Une graine karmique n'est pas un voile afflictif, alors qu'une graine des afflictions, c'est un voile afflictif. Ouais. Hmm. Ok, ça fait partie du voile afflictif. Très bien. Ok.
Ok, donc la perception, tout ce que nous voyons est également le résultat de toutes ces graines que nous avons produites au cours de temps immémoriaux et qui se réveillent pour produire ces expériences, puis retournent à l'état latent, puis pour à nouveau se réveiller plus tard, etc. Donc il s'agit d'une explication de la perception par la causalité intérieure. Nous voyons les choses en raison des différentes dispositions que nous avons en nous. Et là, on a à nouveau cet exemple du verre d'eau. Il y a un autre raisonnement proposé par les Yogacaras. Imaginez qu'autour de moi, il y ait un Preta et un Deva. Donc là, dans la note, ils ont mis pour Deva renaissance dans un des royaumes divins du cycle des existences. C'est pas la renaissance elle-même, c'est l'être qui renaît. Hein. Quand on dit un Deva, c'est l'être lui-même qui renaît dans ses royaumes divins, etc. Ok. Parfait. Le Preta verra à la place d'un verre d'eau un verre de sang ou de pu, et le Deva verra un verre de nectar. S'il y avait un objet extérieur, il y aurait coexistence de trois sortes de liquides, l'eau, le pu et le nectar à l'intérieur de ce verre. Et donc ça, c'est pas possible. Il peut pas y avoir, le verre peut pas avoir une contenance euh, multipliée par 3. Le verre reste à la même contenance. Donc, il aurait le contenu de trois verres à l'intérieur d'un seul verre. Donc, ça, c'est pas possible. La seule façon d'expliquer cet état de fait, selon les Yogacaras, c'est de dire que le pu, l'eau et le nectar n'existent pas extérieurement, mais qu'ils existent en tant que pôle objectif de la perception. Donc, ça, ce truc des trois contenus dans un seul contenant, euh, c'est un raisonnement faible, on pourrait dire, en disant que le verre ne peut pas contenir trois types de contenus. Les Prasangika y arrivent, ils arrivent à dire qu'il y a trois types de contenus dans le même verre. Euh, Pourquoi pas? Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà peut-être vu les oracles d'État du Tibet, par exemple. Vous avez peut-être vu les oracles comme Nechung, Kadong, etc. Ouais. Très bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est que le moine qui est formé pour ça, pour être comment dire, le support, on dit en tibétain Kuten, pour être le support de cette déité, le corps de ce moine et la déité occupent le même espace. Mm. Non? On pourrait Oui. dire, par exemple, quand on avait étudié les tantras supérieurs, on avait vu le corps illusoire et le corps grossier occupent le même espace. Ils peuvent être séparés du point de vue de leurs entités, etc., hein, ou de leurs causes, etc., mais ils occupent le même espace. Donc pourquoi pas? Mm. Pourquoi pas? Donc là, on pourrait dire la même chose. Dans un verre, il peut très bien y avoir, vous avez par exemple, si vous faites une vinaigrette, vous avez dans un même contenant, vous avez du vinaigre, de l'huile, de la moutarde, etc., non? Oui. Il y avait des liqueurs hollandaises comme ça, avec plusieurs couleurs. Ok, d'accord. Donc, dans ces liqueurs hollandaises, il peut y avoir dans un même contenant plusieurs contenus, pourquoi pas? Mm. Donc, c'est ce que vont dire les Prasangika. Il peut y avoir différentes entités ou différentes natures dans un même contenant. L'un n'empêche pas l'autre, puisque où se trouvent les molécules de l'un ne se trouvent pas les molécules de l'autre. Mais il peut y avoir une coexistence de plusieurs phénomènes en même temps, pourquoi pas? Ok, donc ça, on pourrait dire que c'est un raisonnement faible de dire que dans le verre, il y a de l'eau pour l'un, du nectar pour l'autre, et donc il ne peut pas y avoir de phénomène extérieur. Ok. Donc à chaque classe d'être correspond une perception différente et à chaque perception différente correspond à un objet différent Voilà. qui n'existe qu'ayant la nature de l'esprit, de la perception qui le perçoit. Voilà, ils vont dire à nouveau cet exemple du rêve, d'un rêve qui n'est pas le rêve du sommeil, hein, c'est quand même le rêve du sommeil est un exemple pour illustrer ce qui se passe à l'état de veille. Donc pourquoi voyons-nous la même chose en tant qu'être humain, etc. Parce que nous appartenons à la même classe d'êtres et nous avons plus ou moins le même karma. Ouais, Mhm. ok. Mais après, il peut y avoir bien sûr des nuances. Par exemple, si vous avez un verre qui est à moitié rempli en face de vous, quelqu'un qui sera bien luné verra le verre à moitié plein et quelqu'un qui sera levé du pied gauche verra le verre à moitié vide. Donc malgré tout, les deux verront de l'eau dans le verre parce qu'ils sont au sein d'une même classe d'êtres. Ce sont des êtres humains, etc. Mais en fonction de dispositions personnelles, individuelles,
il peut y avoir une perception malgré tout différente, ou même ne serait-ce que l'endroit dans la pièce. Les deux personnes n'occupent pas le même endroit, donc l'angle de vue sera différent, donc il y aura quand même des choses qui seront personnelles, ouais, au sein d'un rêve collectif, on pourrait dire, entre guillemets. Très bien, ok. Très bien. Donc, parce que nous avons plus ou moins le même karma, une autre classe d'êtres verra les choses de façon différente. Comment est-ce possible? Pas de problème, puisqu'il n'y a pas d'objet extérieur. Donc ça, c'est la réponse du Chittamatra. Donc, question, ne pourrait-on pas dire que ces trois classes d'êtres interprètent le liquide ou un liquide? Et donc, Geshe Dreyfus dit, est-ce que vous voyez de l'eau ou pas? Et donc, la réponse, c'est oui, on voit de l'eau, tout simplement. Et donc, on n'interprète pas, c'est une perception directe. Et donc, il demande, est-ce de l'interprétation? Le problème à ce moment-là, c'est qu'on arrive à se demander comment on sait qu'il y a du liquide. On peut parler d'interprétation quand on voit quelque chose de beau, de laid, etc. On voit alors, en effet, que notre interprétation transforme notre perception. Comme ce verre à moitié plein, à moitié vide, c'est une interprétation d'un certain point de vue. Mais le fait que ce soit un verre et qu'il contienne de l'eau, c'est pas de l'interprétation, c'est de la perception directe. Il dit, on voit donc en effet que notre interprétation transforme notre perception. Quelqu'un peut nous apprendre à apprécier quelque chose que l'on trouvait fort laid au début. Ouais, ou on peut même apprécier quelque chose qu'on trouvait repoussant au début. Par exemple, je sais pas moi, le goût du tabac, par exemple, le goût du café, ou le café sans sucre, etc., etc. Donc on peut avoir ou même les endives. On peut apprendre à apprécier les endives. Les chicons, les chicons, Les il faut dire. chicons, ouais, exactement. Les chicons, exactement. Je me souviens quand j'étais petit, j'avais horreur de ça. Peut-être qu'à l'époque, c'était trop amer et que maintenant, ils ont transformé le mode de production et qu'elles sont plus douces actuellement. Mais on peut apprendre à aimer quelque chose qu'on n'aimait pas au début. Et inversement, on peut apprendre à détester le goût du tabac, le goût du café, etc. Ça peut arriver aussi. Très bien. Donc ça veut dire qu'on peut s'entraîner comme ça. Donc on peut nous apprendre à apprécier, etc. Notre interprétation, en effet, change. Dans le cas de l'eau, il est difficile de dire qu'il y a interprétation, puisqu'on ne voit que l'eau. Voilà donc les petits puzzles que proposent les yogacaras pour appuyer ce point de vue de l'absence d'objets extérieurs. Très bien. Oui, par exemple, si tu as un poisson rouge, ton verre d'eau, il va le voir comme un bocal et un milieu de vie. Oui, Donc, je veux dire, exactement. c'est pas non plus, ça prouve rien ce qu'ils disent là. Exactement. Oui, tout à fait. C'est ce que vont dire les Prasangika. Les Prasangika vont dire ce que vous dites, ça ne prouve rien, puisque en effet, on peut nous percevoir un animal qui est là, ce poisson rouge, et donc lui, il voit son milieu de vie. En effet, il voit tout simplement, il voit pas nécessairement de l'eau, et malgré tout, il est quand même dans l'eau. Il est quand même dans l'eau. Donc ça, c'est... mais les Chittamatrins pourraient répondre, pourraient dire, si par exemple vous êtes en train de prendre le thé avec un deva, ce qui est quand même assez rare, vous prenez le thé avec un deva, et donc vous versez le thé dans les deux tasses, et donc qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez en effet du thé, mais le deva, lui, il a du nectar. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Malgré tout, vous êtes en train de voir que le deva boit du thé. Mais dans sa perception à lui, il est en train de boire du nectar, et dans sa perception à lui, vous êtes en train de boire du nectar. Bien sûr. Donc c'est ce que vont dire les Chittamatrins. Ils vont dire, bah, finalement, le contre-argument des Prasangika, dire que oui, en effet, on a des êtres qui sont dans différents contextes, avec différents types de perceptions. Bah, ils vont dire, bah, finalement, ça ne fait que donner de l'eau à notre moulin. Donc c'est malgré tout, on peut trouver des failles, hein. C'est ce qu'on va voir dans la suite du texte, c'est que si on cherche vraiment, on peut trouver des failles dans le Yogacara. Très bien. Et donc, il y a un autre argument qu'on avait un petit peu évoqué la fois dernière par rapport aux particules. C'est ce qu'il dit après. Dignaga nous propose un autre raisonnement. Supposons que les objets existent extérieurement et soient la cause de la perception. Les objets sont composés d'atomes. Est-ce que chaque particule est la cause de la conscience ou est-ce que c'est l'objet lui-même qui est la cause de la conscience? Et donc un étudiant dit c'est l'objet dans son ensemble. La réponse, oui, mais l'objet dans son ensemble n'est rien d'autre que les atomes ensemble. Mm.
Et donc, si vous avez 3 objets, vous percevez l'ensemble de ces 3 objets. Si j'en retire un, vous ne voyez plus l'ensemble de ces 3 objets, parce qu'il y en a un qui n'agit plus en tant que cause. Ainsi, dans le cas des particules, chaque particule devrait agir en tant que cause. Or, c'est impossible, car chaque particule n'a pas le pouvoir de produire l'image d'un verre puisqu'elle est toute petite. Quel est l'objet qui produit la perception? Ce n'est ni la particule elle-même, ni l'ensemble des particules, car l'ensemble des particules n'est rien d'autre que les particules mises ensemble. Quelle est la cause de la perception? C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Si on a une particule qui, en termes de dimension spatiale, égale à 0, 0 plus 0 plus 0, ça donne toujours 0. Ouais. Donc ça veut dire que pour qu'on puisse voir quelque chose, pour que notre conscience visuelle puisse appréhender, réaliser une forme source, un objet visuel, il faut que cet objet visuel ait des dimensions spatiales suffisamment étendues. Ouais. Mhm. Donc c'est comme quand vous regardez un avion qui est en train de partir au loin, vous le voyez, vous le voyez, vous le voyez, au bout d'un moment, vous ne faites plus que l'entendre, vous ne le voyez plus, parce que la forme devient si subtile, si petite, qu'elle échappe à notre perception visuelle. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre l'avion qui est trop loin parce qu'on ne le voit plus, enfin, qu'on ne le voit plus parce qu'il est trop loin, et à un moment donné, on arrive à le voir, qu'est-ce qui fait la différence? Parce qu'il n'a pas plus d'atomes. Donc, on va dire, oui, c'est la distance. C'est la distance. Donc, ça veut dire que les atomes, ça pourrait être une réponse à la question de Geshe-Dreyfus. C'est-à-dire que la distance fait une différence, ouais? Ouais, vous êtes d'accord? Oui, Et- oui. Donc ça veut dire que si vous avez une table, une magnifique table orange ici, comme dans le temple le vieux temple de Nalanda, vous avez une table orange, vous la voyez parfaitement bien, elle est là, etc. Même si vous ne voyez pas tous les détails, elle peut avoir des petites craquelures, etc. C'est pas très grave, vous la voyez. Et donc, imaginons que quelqu'un l'emporte dans le parc au loin, et donc vous la voyez, au bout d'un moment, vous ne la voyez plus. Elle a toujours le même nombre d'atomes, et donc, ce qui fait la différence, en effet, c'est la distance. Donc, on pourrait se dire peut-être que si les atomes, on se rapprochait suffisamment, on verrait les atomes. Mm. Mais du point de vue de ces écoles philosophiques, les atomes sont sans dimension spatiale, donc sont de toute façon invisibles. Donc, ça pose question. Ça pose question. Ça pose la question de nos facultés visuelles, quoi, hein, qui sont Oui, différentes d'autres espèces. Enfin, oui, exactement. Donc, voilà. c'est-à-dire que nos facultés visuelles doivent entrer en jeu. C'est-à-dire que l'atome en tant que tel ne suffit pas. Il faut qu'il y ait la perception visuelle suffisamment. Par exemple, un rapace verra la table emportée au loin pendant plus longtemps. On verra l'avion qui s'éloigne au loin pendant plus longtemps que nous. Mm. Ouais. Donc la distance joue une différence. Mais c'est vrai que du problème des particules indivisibles, puisqu'elles sont sans dimension spatiale, comment est-ce qu'on peut dire qu'elles contiennent de la forme visuelle? Mm. C'est ça qui pose question. C'est pour ça Oui. qu'ensuite, c'est pour ça que c'est réfuté par les écoles mahayanistes. Euh, la plupart du temps, même si dans l'un des traités, le Druptachammo de Kunkien Jamon Shepa, à un moment donné, il dit que selon Bhava Viveka, donc les Sautrantika, Swatantrika, Madhyamika, il dit que ils acceptent les particules comme les Sautrantika. Mais sinon, la plupart des écoles mahayanistes, et dans la plupart des traités sur les écoles philosophiques, les écoles mahayanistes réfutent les particules indivisibles. Mhm. Parce que tout simplement, ça ne peut pas fonctionner. Si on a une particule indivisible en termes de dimension, comment est-ce que ça peut être un objet visuel? Comment est-ce que ça peut contenir de la forme, de la forme source, on peut dire? Oui, mais c'est une hypothèse qu'elles n'ont pas de dimension. Oui, exactement. C'est ce que vont formuler les Vaibhashika, les Sautrantika, ils vont dire en effet, ça n'a pas de dimension spatiale, ouais. Mais qu'est-ce qu'ils prouvent? Ce qu'ils prouvent, c'est que les Vaibhashika disent il faut qu'on ait des briques constitutives de l'univers, il faut qu'on ait des briques comme le boson de Higgs, en fait, hein. Les scientifiques actuels cherchent le boson de Higgs, je ne sais pas s'ils l'ont trouvé, peut-être que oui. Et donc pour eux, le boson de Higgs, c'est la particule minimaliste qui est à partir de laquelle tout le reste se construit. Et les Vaibhashika, les Sautrantika ont ce travail un petit peu mécaniste de chercher la brique constitutive des phénomènes matériels. Et donc ils disent ça doit résister à l'analyse, on ne peut plus les diviser à un moment donné. Si on devait les diviser encore, encore et encore, ben on ne peut plus rien trouver. Il n'y a plus de briques constitutives de l'univers. Ouais.
Donc ils disent, au bout d'un moment, il faut qu'on trouve quelque chose. Euh, si on peut le diviser encore, encore et encore, ben, ça reste une vérité relative. Et donc, il n'y a pas de vérité ultime qui soit à la base des constituants matériels, des choses, etc. Donc, ils disent il faut que quelque chose qui soit la base constituante de la matière, et ce quelque chose doit être une vérité ultime, doit résister à l'analyse. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on ne peut plus le diviser. Mhm. C'est ça qu'ils disent, en fait. C'est pourquoi ils parlent de ces particules insécables. Oui. Ouais, mais bon, c'est parce que ils ont une recherche par rapport à ce qui est le constituant même de l'univers en termes de matérialité, en termes de conscience pour les instants indivisibles, etc. Ouais. Mhm. Et donc, bien sûr, pour les autres écoles, bah, c'est moins important. On n'a pas nécessairement besoin de trouver quelque chose qui résiste à l'analyse. Du moment qu'on trouve quelque chose de conventionnel, à la rigueur, ça convient, en tout cas pour les madhyamika. Très bien. OK. Donc, il y a l'ensemble des particules. C'est ce que dit l'étudiant ici. Et donc, oui, mais l'objet dans son ensemble n'est rien d'autre que les atomes ensemble. Si vous avez donc ça, on l'a vu. Ok, quel est l'objet qui produit la perception? Ce n'est ni la particule elle-même, ni l'ensemble des particules, car l'ensemble des particules n'est rien d'autre que les particules mises ensemble. Quelle est la cause de la perception? L'étudiant dit la forme. La forme d'un objet n'est rien d'autre que les atomes groupés d'une certaine façon. Donc de nouveau, la forme de ces trois objets n'est rien d'autre que le regroupement de ces trois objets. Notez que ce genre de raisonnement est la raison pour laquelle les Neyayika soutiennent que le tout est différent des parties. Donc en effet, ils se posent la même question, les Neyayika. Elles se disent, puisque une particule égale à zéro en termes de dimension spatiale, vous les mettez toutes ensemble, et donc c'est l'ensemble des particules qui va permettre qu'on voit une table. On ne voit pas une particule de la table, ni deux particules de la table, ni trois particules de la table. On voit l'ensemble au complet des particules de la table. C'est ce qu'ils disent un petit peu dans les textes. Ils parlent de hetu samagri. Ils parlent de le composite des causes, l'ensemble des causes mises ensemble, Mhm. regroupées. Ouais. Et donc ils disent que l'ensemble est visible, mais les parties individuelles ne le sont pas. Et donc ça veut dire que l'ensemble est une entité différente des parties. Parce que le tout est différent de ses parties, les madhyamikas l'acceptent aussi. Le tout n'est pas un avec ses parties. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Oui. Et donc, puisque le tout existe et qu'il n'est pas un avec ses parties, il est nécessairement différent de ses parties. Mais quand ici Geshe Dreyfus dit différent des parties, ça veut dire une entité différente des parties. C'est ce que disent les Neyayika dans leur regroupement des différents phénomènes, les padartha, les différentes catégories de phénomènes. Et ils disent qu'il y a la généralité, les instances. La généralité et les instances, ou le tout et les parties, dans ce cas-là, sont des entités différentes, mais le tout imprègne ces parties. Il est immanent à ces parties. Ouais, c'est comme si vous aviez une table qui est différente en termes d'entité par rapport à ses parties, mais qui imprègne toutes ces parties. Et donc, c'est pourquoi on peut la voir en lieu et place de là où ces parties sont regroupées. Mhm. Donc ça, bien sûr, ça a engendré énormément de débats au cours des siècles par rapport à ce que sont ces généralités, ces parties, etc. Donc les bouddhistes vont dire non, il n'y a pas de, de généralité qui soit d'une entité séparée des parties. Ah oui, Le tout et ses parties sont nécessairement une même entité, vous êtes d'accord? ah oui. Ah oui, si l'un disparaît, l'autre disparaît. Voilà, exactement. Donc ils sont liés par la même entité et ils sont une même entité. C'est là où on peut faire une distinction qu'on peut trouver justement dans les traités sur la logique. C'est qu'il y a une différence entre être lié par la même essence ou être lié par la même entité et être une même entité. Mhm. C'est deux choses différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, vous avez en effet les parties de la table et la table elle-même, donc les parties et le tout, sont une même nature et sont liées par la même nature. Ça veut dire que une même nature, pourquoi? Parce qu'ils apparaissent à une perception directe et n'apparaissent pas séparément, ouais. Oui. C'est ça que ça veut dire être une même nature. Et ils sont liés par la même essence ou liés par la même nature ou par la même entité. Pourquoi? Parce qu'en effet, comme dit Bernard, si l'un disparaît, l'autre doit disparaître. Ouais, très bien. Alors que la table et la généralité existant, c'est différent. La Mhm. table et la généralité existant sont une même nature,
C'est-à-dire que existant est une même nature avec table, table est une même nature avec existant, parce qu'ils apparaissent. Ils ne sont pas liés, voilà. Voilà, exactement. S'ils devaient apparaître, ils apparaîtraient en même temps. Ils n'apparaîtraient pas séparément, c'est ça que ça veut dire. Et euh, la table est liée par la même essence avec existant, parce que si existant disparaissait, table disparaîtrait, mais existant n'est pas lié par la même essence avec table. Ça, oui, parce que si Ouais. table disparaît, existant disparaît pas. Voilà, exactement. Donc ça, je trouve ça magnifique comme subtilité, comme raffinement, parce que ça donne des distinctions entre lié par la même essence et être la même essence. C'est vraiment deux choses différentes. Ok, très bien. Et donc, si on reprend le point de vue des Neyayika, il semble que il n'y ait pas cette liaison, ce lien par la même essence. Ça veut dire que le tout pourrait se passer des parties. Hmm. Le tout est d'une entité différente et semble pouvoir se passer des parties, mais il imprègne ces parties. Alors que les bouddhistes, en général, dans la plupart des cas, disent non, le tout ne peut pas ne peut pas survivre à ces parties, c'est pas possible. Mm. Ouais. Si de nos jours, actuellement, la généralité dinosaure n'existe plus. Ouais. En l'état actuel, la généralité dinosaure doit coexister avec ses instances, avec les dinosaures. Dès l'instant où il n'y a plus de dinosaures, dès l'instant où il n'y a plus les instances de dinosaures, la généralité dinosaure n'existe plus. Hmm. Ouais. Mm. Mais pour les Neyayika, la généralité peut exister quelque part dans l'espace. Elle n'a pas besoin elle survit à ses instances d'une certaine manière, puisqu'elle est d'une entité différente de ses instances. Donc c'est là, oui, on peut retrouver beaucoup de débats. Et si ça vous intéresse, il y a Recognizing Reality du même auteur, de Geshe Dreyfus, qui est vraiment exceptionnel. Ok. Très bien. Donc, nous, on va accepter en effet que le tout est différent des parties. Mais là, ce qu'il veut dire, c'est que le tout serait différent en termes d'entité, serait une entité différente de ces parties. Là, c'est complètement différent. Là, ça veut dire séparé. Ouais. C'est plus que différent, c'est séparé. Ok. Et donc, pour éviter cela, les Sautrantika disent que le verre n'est que les atomes mis ensemble dans un certain ordre. Mais à ce moment-là, quelle est la cause de la perception? Donc nous, on a dit, il y a la distance qui fait la différence. Oui, ça, on est tombé d'accord là-dessus. On peut dire qu'il y a la distance qui fait la différence, en effet. Il y a l'aspect grossier, ça veut dire que l'ensemble des atomes fait une différence, ça veut dire que c'est beaucoup plus grossier. Mais dans ce cas-là, où est la limite? Qu'est-ce qui fait la différence? Si on enlève un atome à cette table, est-ce qu'on va continuer de l'avoir? Oui. Si on enlève 1 milliard d'atomes, on va encore continuer de l'avoir. Mais jusqu'à quel point on finit par ne plus l'avoir? C'est là où ils se posent la question, ces épistémologues. Ok. Donc la réponse de Dignaga est que la cause n'est pas à chercher à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ça veut dire que quand Acharya Dignaga et Dharmakirti expliquent le Sautrantika, expliquent l'épistémologie bouddhiste, débattent avec les non-bouddhistes, au bout d'un moment, ils sont poussés un petit peu dans leur retranchement. Parce que les non-bouddhistes leur disent, bah, regardez, si vous affirmez des particules indivisibles, qu'est-ce que vous voyez vraiment? Et donc, à ce moment-là, il y a cette lecture ascendante, en particulier de Acharya Dharmakirti, qui dit, bah, il n'y a pas de phénomène extérieur. Parce qu'il est poussé dans ses retranchements. Si on se pose la question, qu'est-ce qu'on voit vraiment si on accepte les particules indivisibles, les Chittamatrins vont dire, il n'y a pas d'objet extérieur. Ouais. Alors que les Madhyamika et les Prasangika en particulier vont dire, il n'y a pas de particules indivisibles. Ça va être deux voies différentes, oui. Ok. Donc ce sont nos tendances qui s'éveillent et produisent la perception. Donc pour les Chittamatrins, la perception n'est pas causée par l'extérieur, parce que si c'était le cas, elle devrait être causée soit par les atomes individuels, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas possible, vu que les atomes rendent l'image d'un objet grossier. Ok. Soit par l'ensemble, mais l'ensemble ne peut avoir d'autre pouvoir que l'addition des membres individuels. Comme on a dit, 0 plus 0 plus 0 plus 0, ça donne toujours 0. Donc, vous avez donc ici plusieurs raisonnements qui vous montrent que cette hypothèse extrêmement surprenante au premier abord est fondée sur des raisonnements qui sont au moins partiellement convaincants. Il est certain qu'il est fort difficile d'établir une relation de cause entre l'objet extérieur et la perception. Les atomes ou les parties individuelles
ne sont pas en cause, et l'ensemble n'est rien d'autre que les parties mises ensemble. Donc lorsqu'on cherche la cause, on ne la trouve pas dans l'objet individuel, donc la cause n'est pas à chercher dans l'objet extérieur, mais à l'intérieur. Est-ce qu'il y a relation entre l'objet et la conscience? Bien évidemment, puisque la perception est perception de l'objet. Donc ça, on est d'accord. Il y a quand même une forme qui est là. Les Chittamatrins n'iront pas jusqu'à dire que la forme n'existe pas. Ils vont dire qu'il y a une forme qui est là. Même si au sein des Chittamatrins, il y a des débats, vous vous souvenez, il y a les Chittamatrins tenant de l'aspect vrai et les Chittamatrins tenant de l'aspect faux. Ça, vous vous souvenez quand on a étudié les écoles? Ou peut-être, je ne sais pas si Christine a vu ça dans les textes quelque part. C'est qu'en effet, les tenants de l'aspect vrai disent que quand on voit une table, il y a bien une forme grossière qui est là. Et les tenants de l'aspect faux disent, si c'était une forme grossière, ça devrait exister à l'extérieur de la conscience. Ils disent que cette forme grossière, cette apparence de forme grossière, est engendrée par les traces de l'ignorance. C'est l'ignorance qui fait qu'on voit une forme grossière, mais en réalité, il n'y a pas de forme grossière. Il n'y a que des formes subtiles pour les tenants de l'aspect faux. Ouais. Donc c'est là où il y a des débats internes au Chittamatra. Ouais. Donc là, malgré tout, on est d'accord pour dire qu'il y a une forme, ouais, et que forme est contradictoire avec conscience. Donc que la table n'est pas de la conscience, la table n'est pas de l'esprit, c'est de la forme. Mais que cette forme et l'esprit qui appréhende cette forme naissent en même temps. Et donc, ne peut pas être cause l'une de l'autre. Ça, c'est ce qu'on avait vu. Très bien. Donc, il dit bien évidemment, puisque la perception est perception de l'objet, c'est une relation de même nature. L'objet et la conscience ont au fond la même nature. La même nature, ça veut dire qu'ils apparaissent en même temps et ils apparaissent à une même perception. Oui, Christine, tu voulais dire quelque chose? Oui, je suis contente de le réentendre. Je l'avais un peu vu, mais ça me rafraîchit la mémoire. Super. Merci. Excellent. Excellent. Donc, en effet, c'est là où il y a ces débats entre les écoles, etc. Et au sein même des écoles, à l'intérieur même des écoles, c'est pourquoi on a des subdivisions. Ouais. Et donc, certains ne sont pas prêts à accepter qu'on perçoive des formes grossières. Ils disent que si on perçoit des formes grossières, il y a quelque chose qui cloche dans ça. Et donc, cette forme grossière l'apparence de cette forme grossière n'est due qu'aux graines de l'ignorance. En réalité, il n'y a pas de forme grossière parce que sinon, ça devrait exister à l'extérieur. Ça devrait être séparé de la conscience. Très bien. Et donc, c'est une relation de même nature. L'objet et la conscience ont au fond la même nature. Et donc, vous vous souvenez ce qu'on a dit tout à l'heure, avoir une même nature ou participer d'une même nature, une même entité, ça veut dire que ça doit apparaître à une perception directe, ou que si ça apparaissait à une perception directe, ça n'apparaîtrait pas séparément. Ouais. Excellent. Et donc, eux, ce que vont dire les Chittamatrins, c'est que à quelle perception ça apparaît et à quelle perception ça n'apparaît pas séparément, ils vont dire à l'autocognition. C'est l'autocognition qui appréhende la conscience visuelle en train d'appréhender une forme visuelle. Et donc, cette autocognition appréhende la forme visuelle et la conscience visuelle comme apparaissant en même temps, apparaissant directement et n'apparaissant pas séparément. Et donc, c'est pourquoi les Chittamatrins disent ça, c'est la même entité, ça a la même nature. D'accord. Très bien. Et donc, ils sont obligés d'accepter l'autocognition. Mais si on réfute l'autocognition comme font les Prasangikas, là, le raisonnement s'écroule. Ok. Maintenant, que pensez-vous que vont dire les Sautrantika à l'argument qui demande quel est l'objet de la perception, les atomes individuels ou l'ensemble des atomes? Ils répondent que ce sont les atomes individuels. Lorsqu'ils sont mis ensemble, qui sont la cause de la perception. Donc, ce n'est pas simplement atomes individuels, c'est atomes individuels mis ensemble. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Hetu Samagri, l'ensemble des causes, le conglomérat des causes. C'est ça qui fait qu'on perçoit quelque chose. Les causes mises séparément ne sont pas réalisées. Très bien. Donc c'est leur réponse, mais elle n'est pas très convaincante, dit-il. Le raisonnement de Dignaga montre donc que l'hypothèse Sautrantika, qui correspond assez bien au sens commun, contient une difficulté majeure, si ce n'est une contradiction. Ouais. Donc nous, on dirait, OK, il y a les causes mises ensemble, et parmi les causes, il y a la distance.
il faut qu'il y ait la distance. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, entre l'avion qui est trop loin pour qu'on puisse le voir et l'avion qui se rapproche, on voit juste un point dans le ciel, etc., un point qui grossit, etc., etc. Mais on pourrait prendre le son de l'avion qui arrive, c'est pareil, au début on n'entend rien, et progressivement on finit par prendre conscience d'un son qui est là, qui traîne dans l'espace, etc., et qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et là c'est le même principe, c'est qu'il faut qu'il y ait suffisamment de causes qui soient réunies, une proximité, etc., etc. Ok, donc c'est intéressant parce que c'est là où on voit justement que ce sont des tentatives de réponse par rapport à qu'est-ce qu'on perçoit réellement, qu'est-ce qui cause nos perceptions, etc. Ce sont différentes tentatives et bien sûr qu'on verra des failles, on verra des limites qu'ont chacune de ces écoles, qu'a chacune de ces écoles, et donc on va voir que progressivement on va forcément se diriger vers l'école irréprochable. Mais après, cette école irréprochable qu'est le Prasangika Madhyamaka, elle va avoir différentes interprétations. Tous les ordres tibétains, Nyingma, Sakya, Kagyu, Gelug, etc., se réclament du Prasangika, disent nous sommes Prasangika. Mais après, quand on regarde quels sont leurs exposés du Prasangika, là, on verra quand même des différences. Donc, proclamer être Prasangika, ça suffit pas. Il faut encore bien comprendre ce que disent Ariana Nagarjuna, Chandrakirti, etc. Ok. Et c'est très difficile, bien sûr. Donc, j'espère qu'on arrivera à cette section de Prasangika avant de mourir. C'est Donc, pas sûr. on verra. Je pense que cette année, on aura peut-être terminé. J'espère, parce qu'il y a quoi? Il reste 100 et quelques. Ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. On va voir ça. Ok. Très bien. Ok. On a encore du temps, c'est génial. Admettons que la cause de la perception simultanée de l'objet et du sujet soit le potentiel karmique. Ok, donc ça c'est l'hypothèse des Chittamata. Cette cause vient-elle avant la perception? On est obligé de dire oui. Oui, Ouais, vous êtes d'accord? c'est passé de l'effet. Ouais, exactement. La cause doit nécessairement précéder l'effet. Mais les Vaibhashika disent non, c'est pas obligatoire. Les Vaibhashika disent c'est pas obligatoire. C'est comme les antibiotiques, c'est pas obligatoire. Automatique. C'est pas automatique. Exactement. Ils prennent l'exemple, par exemple, si vous avez par exemple un trépied, vous mettez 3 bâtons, les uns, comme si vous vouliez construire un tipi, par exemple. Vous mettez 3 bâtons en forme de pyramide. Ils se soutiennent l'un l'autre. Mhm. Et donc, c'est-à-dire que l'un l'autre est le cause du maintien de l'un et de l'autre. Oui. Par exemple, vous pouvez prendre, vous vous souvenez, à l'époque, il y avait, si quelqu'un lançait une phrase de travers à quelqu'un d'autre, il lui faisait un soufflet, et le lendemain matin à l'aube, il se donnait rendez-vous pour un duel. Mm. Donc au début, c'était à l'épée, et après, c'était au pistolet. Et donc, Mhm. imaginons que les deux se tirent l'un sur l'autre en même temps. L'un et l'autre est la cause de la mort de l'un et de l'autre. Mhm. Donc, vous avez cause et effet simultanés. Oh. Faut le temps du trajet de la balle quand même. Ouais, vous avez le temps du trajet de la balle, ok, très bien. Et donc, imaginons qu'ils tirent en même temps. Le Oui. trajet est le même pour les 2 balles, normalement. Ouais, Oui, mais ils étaient vivants quand ils ont tiré. ouais. Oui, ils étaient vivants quand ils ont tiré, exactement. Et donc, ça veut dire que quand ils ont tiré, ils ont été la cause du fait de tirer la balle. Ouais, Mhm. très bien. Et donc, maintenant, si on parle de la cause directe, on va voir que les 2 balles vont toucher les 2 corps en même temps. Oui. Mm. Et donc, vous avez nécessairement la cause et l'effet qui vient en même temps. Vous avez 2 causes, 2 effets, tout cela, ça vient en même temps, non? Bah non, les deux causes viennent en même temps, les deux effets viennent en même temps, parce que les deux causes viennent en même temps, mais la cause vient pas en même temps que l'effet. Ok, très bien. Donc, Les on va deux prendre un autre causes sont exemple. pas les mêmes. Les deux causes sont pas les mêmes. Non, Ouais. Oui, alors en effet, les 2 causes ne sont pas les mêmes. il y Ce a sont deux 2 causes causes différentes. simultanées, il y a deux causes simultanées avec deux effets simultanés, mais il n'y a Ouais, pas simultanéité. voilà, exactement. C'est ce qu'on aurait tendance à répondre au Vaibhashika.
Maintenant, si on parle de ces trois bâtons qui se soutiennent mutuellement, ils sont cause du maintien l'un et de l'autre. Oui, Et donc, cause et effet arrivent en même temps. C'est pareil. Ah, ça pose question. Ils vont prendre les Vaibhashika, ils vont prendre les exemples des phénomènes concomitants, comme les facteurs mentaux. Mm. Ouais. Vous avez, c'est même l'une, dans le l'Abhidharma Kosha d'Acharya Vasubandhu, il y a une division terminologique des causes en six types de causes. Il y a les causes simultanées. Justement, c'est vraiment ce que vont dire les Vaibhashika, il y a les causes simultanées. Et donc, ce sont des phénomènes qui arrivent en même temps, qui adviennent en même temps, euh, qui sont coémergents, qui sont, comment dire, euh, tsungden en tibétain. Ils vont dire que c'est coémergent, en effet, et qu'ils se causent mutuellement. Ça veut dire que la présence de l'un n'empêche pas la génération de l'autre. Donc vous avez une conscience visuelle et vous avez une sensation visuelle qui naît en même temps que cette conscience visuelle. Et donc la sensation et la conscience principale naissent en même temps et sont effet et cause l'une de l'autre, parce qu'elles ne s'empêchent pas de se produire mutuellement. Et donc, c'est ce que disent les Vaibhashika. La sensation visuelle accompagnant une conscience visuelle principale sont causes l'une de l'autre, puisque elles ne font pas entrave à la production l'une de l'autre. Donc, c'est un petit peu similaire à cette cause active. Quand on dit la cause active, qui est l'espace incomposé, par exemple, c'est une cause active d'un vase, puisque c'est d'une entité différente du vase, et ça n'empêche pas la production du vase. Donc, c'est ce qu'ils vont dire comme étant une cause active, Jiegyu. Jiegyu, c'est une cause active. Et donc, il y a des causes actives qui ont le pouvoir d'accomplir quelque chose et des causes actives qui ont le pouvoir de ne rien accomplir. Et l'espace incomposé, c'est une cause active qui n'entrave pas la production du vase et qui n'a pas le pouvoir de quoi que ce soit. Mm. Et ça coexiste en même temps que le vase, en même temps que la production du vase, etc., etc. Mm. Mais ça, c'est réfuté par les écoles Sotrantika, etc. Ils vont dire non, l'espace incomposé, vu qu'il est permanent, il ne peut pas être la cause, il peut pas être une cause active, ouais. Très bien. Après, pour les facteurs mentaux et les consciences principales, c'est plus difficile de réfuter tout ça. Mais c'est intéressant, c'est de voir que pour les Vaibhashika, il peut y avoir cause et effet en même temps. Il peut y avoir même une cause qui se crée elle-même. Donc ça, c'est un truc supplémentaire que les Vaibhashika vont accepter. Ça, c'est ce qu'on trouve dans l'Abhidharma Kosha. Il y a cette mention dans le chapitre 7 du traité du milieu d'Arya Nagarjuna, quand il analyse les composés. Quand il analyse les composés, il y a la production, le maintien, la cessation, etc., la durée, la cessation. Et donc, il y a des contre-arguments donnés par les Vaibhashika qui disent que la cause peut se créer elle-même. Donc ça, c'est intéressant, mais forcément, la plupart des écoles ne vont pas l'accepter. Pour qu'une cause puisse se créer elle-même, il faut qu'elle préexiste à elle-même. Et donc, on a le même problème. Ouais? Ok. Génial. Donc, la plupart du temps, on va dire que la cause doit préexister à son effet. Ça, c'est obligatoire. Donc, c'est ce qu'il dit. Bien entendu, c'est la base même du raisonnement. Toute cause a besoin de précéder son effet. Lorsque l'effet se produit, la cause disparaît. C'est la base même du raisonnement admis par les Sotrantika. Les Vaibhashika n'admettent pas cela, comme on l'a vu. Si on imagine la notion de cause au sens moderne, au sens de cause effective, il est clair que la cause effective de quelque chose ne peut se produire qu'avant ce quelque chose. Si les causes et effets étaient produits en même temps, la cause n'aurait plus de moyens d'influencer l'effet. Ça, c'est vraiment le point focal de certains des raisonnements de Arya Nagarjuna, qui dit que si la cause et son effet devaient exister en même temps, qui serait cause de quoi? C'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Si la cause et son effet devaient être simultanés, comment est-ce que la cause pourrait être la cause de cet effet-là? C'est-à-dire que à un instant T, vous n'avez ni l'un ni l'autre, ni la cause ni l'effet, et à l'instant T plus 1, vous avez la cause et l'effet. Et donc, ça veut dire que la cause et l'effet ne peuvent pas avoir cette relation causale, c'est impossible.
Et donc, on ne peut plus dire que l'un soit la cause de l'autre. Ils sont tout simplement simultanés. Mhm. Ouais. Donc ça, c'est très important. Très important. C'est ces mêmes questions qui sont posées, par exemple, quand Ariana Gajuna débat avec les Sautrantika, les Vaibhashika, etc. Quand on parle de cet examen justement de la production, on dit par exemple un vase est produit. Oui, vous êtes d'accord? Un vase est l'agent de sa propre production. Ça veut dire que vous avez la production qui est l'acte et vous avez l'agent de cet acte. On dit le vase est produit ou se produit, etc., etc. Et donc, si le vase est déjà existant au moment de sa production, quel besoin a-t-il d'être produit? Ça fait partie du cœur même des raisonnements de Ariana Nagarjuna. Ouais. Dans le chapitre 5 du traité du milieu, c'est pareil. À la strophe 4 ou 5, je ne sais plus, oui, c'est au début du chapitre, où il pose la question des agrégats. Il se pose la question des agrégats, comme la forme. Et donc, il dit par exemple, quel besoin d'avoir une cause pour une forme qui n'existe pas, puisque la forme n'existe pas, donc elle n'a pas besoin d'être causée. Et ensuite, juste après, il dit, quel besoin d'une cause pour une forme qui existe? Si la forme existe, elle n'a pas besoin de cause. Donc soit un phénomène, soit quelque chose existe, soit ça n'existe pas. Si ça existe, ça n'a pas besoin de cause puisque ça existe déjà. Et si ça n'existe pas, on pourrait avoir un milliard de causes qui pourraient être là. Vu que ça n'existe pas, même un milliard de causes ne pourrait pas faire que ça puisse exister. Donc ça, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Et donc, bien sûr, ça nécessite qu'on comprenne ce que disent les Sautrantika, les Vaibhashika, etc., par rapport aux causes. Pour comprendre ce que dit ensuite Ariana Nagarjuna, il faut comprendre ce que proposent les autres écoles en termes de causalité. Ouais. Ok, très bien. Donc ça, c'est intéressant de se poser la question. Qu'est-ce qui est produit, en fait? Si le vase n'existe pas au moment de sa production, c'est la production de quoi? C'est intéressant. Ok, très bien. Et donc, on est toujours page... Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on peut continuer un petit peu. J'ai perdu ma page. C'est 102, hein, 102? Ok. Super. Très bien. Donc, si les causes et effets étaient produits en même temps, la cause n'aurait plus de moyen d'influencer l'effet, puisqu'il existe déjà. Donc, quel est l'intérêt pour la cause d'influencer l'effet? Donc, cela, c'est ce qu'admettent les Sautrantika, les Yogacara et les Madhyamika. La vue de la causalité de ce point de vue n'est pas différente. Donc ils sont tous d'accord là-dessus. Il faut que la cause préexiste à l'effet. Après, le lien qu'il y a entre la cause et l'effet, il n'y a que la vue de Ariana Nagarjuna qui peut vraiment l'expliquer, qui échappe aux contradictions. Mais pour les autres, c'est très très difficile de pouvoir affirmer la causalité et la vacuité en même temps. Ça, c'est très très difficile. Donc si l'objet cause la perception, il doit venir avant. Donc ça, c'est infaillible. Si l'objet est cause de la perception de cet objet, il doit nécessairement venir avant, ça c'est obligatoire. S'il ne vient pas avant et qu'il est simultané à la perception, c'est qu'il n'est pas la cause de la perception et donc il a la même nature que la perception. C'est ce qu'on avait vu dernièrement. On avait vu que les Chittamatras ne disent pas que la table soit mikyenne, soit la condition objectale, alambana pratyaya en sanskrit. Ils disent que ce n'est pas pratyaya, ce n'est pas une condition, mais c'est l'objet observé. Parce que s'ils disent que la table est la condition objectale, c'est fini, ils se contredisent, ouais. Ok, génial. Donc cela veut dire que les deux pôles, objet et conscience, sont perçus simultanément. C'était donc les deux raisonnements que je proposais à votre réflexion, l'investigation de la simultanéité de l'objet et du sujet, et l'investigation du support de la perception dans la réalité extérieure. Ouais. Très bien. Ensuite, l'étudiant dit, la perception est-elle une qualité de l'esprit? C'est un état de conscience. Donc on pourrait dire, si on prend c'est quoi la définition d'une perception? Réalisation. J'ai d'engagement? Non, pas forcément. Perception directe. Perception directe. C'est les trois éléments qui président à la perception directe, c'est ça?
Oui, et la perception directe elle-même, elle est définie comme étant quoi? Conscience qui réalise l'objet d'engagement. On pourrait dire ça, pourquoi pas. Mais en tout cas, en effet, si on prend la définition des Sautrantika, on dira une perception directe, c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée, ouais. Oui, Et donc, Oui. ça doit être une cognition, ça doit être un moment de conscience, ça doit être de la conscience, ouais. oui. Donc ici, si on dit c'est un état de conscience, l'état lui-même, ça peut poser question. Ça peut être soit un facteur composé non associé, soit un phénomène permanent. Mm. Chez les Sotrantika, quand ils débattent, l'état, le fait d'être ceci ou cela, etc., en général, c'est permanent. Mm. Ouais. Donc on pourrait plutôt dire une perception, c'est une conscience. Ouais. Ok. Oui. Mais là, bon, parfois, c'est simplement parce que en français, voilà, on peut parfois tout simplement, ce qu'on peut affirmer, parfois peut ne pas être, peut être Mm. difficile à soutenir en débat, mais on comprend le sens général, on comprend ce qu'il veut dire. On dit, il parle tout simplement d'une conscience. Ouais. Mm. Ok. Très bien. Et donc l'étudiant dit, cela n'a rien à voir avec le verre. Et donc le Geshe-la dit, si cela a à voir, car c'est la perception du verre. Si cela n'avait rien à voir avec le verre, ce serait la perception de n'importe quoi ou de rien. Ouais. Et donc l'étudiant dit, mais alors qu'est-ce que le verre? Donc, Krishna dit, vous avez un problème pour savoir ce qu'est le verre? Non, ce n'est pas cela la question. La question est de savoir quelle est la cause de la perception du verre. Parce qu'on sait très bien que le verre, c'est de la forme, on est d'accord, ouais? Le verre, l'eau, tout ça, c'est de la forme, c'est pas de la conscience. Donc ça, on était tombé d'accord là-dessus. Très bien. La question est de savoir quelle est la cause de la perception du verre. Est-ce que c'est le verre ou est-ce que c'est quelque chose en nous qui perçoit le verre? Mm. Très bien. Qui nous fait percevoir le verre. Très bien. C'est une relation interdépendante. Oui, mais attention, on parle ici de causalité. Si le verre est la cause de la perception, le verre doit exister avant la perception, même pour les prasangika. Ça, on est Mm. d'accord. Très bien. Étudiant, si en moi il y a des tendances karmiques qui font que je perçois un verre d'eau et que je suis en plein désert, il devrait y avoir un verre d'eau. C'est là où on commence à voir, on peut trouver des failles au Yogacara, ouais, ou au Chittamatra. Donc si les tendances s'éveillent de la bonne façon, oui, mais pour qu'elles s'éveillent, il faut également des circonstances extérieures, entre guillemets. Mm. Parce que extérieur, si on commence à affirmer des choses extérieures, là on commence à aller sur des chemins dangereux pour les Chittamatras. Et donc si vous regardez à la page d'après, vous verrez que il dit que les causes extérieures se ramènent bien à des conditions intérieures finalement. Donc il est obligé de revenir au point de vue Chittamatras, comme quoi il n'y a rien d'extérieur, à part le continuum des êtres. Ouais. Le continuum des êtres doit exister à l'extérieur de notre continuum. Ouais. Mhm. Pas l'apparence des êtres, puisque l'apparence des êtres et le sujet percevant doivent être une même entité, donc ça on est d'accord, mais le continuum des êtres lui-même doit être extérieur à nous. Et d'un certain point de vue, on peut dire que même une table, à la rigueur, peut être extérieure à nous, mais elle ne peut pas être extérieure en général. Ouais. C'est-à-dire que la causalité extérieure dont parle Geshe-Dreyfus là, c'est que ce qui se passe dans le désert, quand on n'est pas dans le désert, il se passe bien quelque chose. Vous vous souvenez, la dernière fois, on s'était dit, quand on n'est pas dans la maison, elle peut très bien brûler, être inondée, etc., etc. Mm. Ou elle peut demeurer, vivre sa vie de maison, etc., tranquille, pendant qu'on n'est pas là. Très bien. Donc ça veut dire qu'un phénomène, quand on dit que tout est de la nature de l'esprit dans le Chittamatra, on n'est pas en train de dire que tout est de la nature de notre esprit. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. C'est-à-dire que la maison, la table, etc., quand nous ne sommes pas là, va continuer d'être d'une même entité avec la conscience de quelqu'un d'autre. Mhm. Voilà, ça c'est très important. C'est-à-dire qu'en effet, on peut dire qu'il y a des causes extérieures à nous. Donc là, il faudrait rajouter à nous pour parler du désert, de ce qui se passe dans le désert, le verre d'eau dans le désert. Il y a des causes extérieures à nous, mais ça ne veut pas dire que ce soit des causes extérieures. C'est-à-dire que ça va être des causes intérieures pour d'autres êtres. Mm. Ouais. Donc ça, c'est très important. C'est une solution qui est très très importante parce que sinon, on pourrait se dire, oui, mais quand on n'est pas dans le désert, est-ce qu'il y a bien des cactus ou est-ce qu'il y a bien je sais pas moi, des gerbilles? Je sais pas si ça existe. C'est quoi Oui, c'est joli, les gerbilles. ça existe? Ok. Est-ce qu'elles existent vraiment ou est-ce que c'est juste inventé par
les dessinateurs de Disney. Est-ce que ça existe vraiment ou pas? Ah, ça existe vraiment, mais à l'extérieur de notre conscience, tant qu'on n'en a pas vu directement, etc. Mais ça ne peut pas exister à l'extérieur de la conscience en général, puisque ça va exister de la même entité de conscience d'autres personnes. Donc c'est là, on va dire que cette table va continuer d'exister même quand on va sortir de la pièce, et elle va continuer d'être une même entité avec la conscience de quelqu'un, d'un Bouddha par exemple, ou d'une infinité de Bouddhas, ou des êtres qui sont insubstantiels ou qui sont dans le temple, etc., etc. Ouais, ça va? Ça va Ok, trop. bravo, très important. Donc on reviendra là-dessus en bas de la page 101 la fois prochaine. Et on essaiera de rejoindre ce qu'il va essayer de dire aussi la fois prochaine par rapport à ces deux vérités, parce qu'il va faire un petit résumé par rapport aux deux vérités entre les différentes écoles. Et donc, je trouve que c'est important de faire ce petit bilan avant d'aller plus loin. Et ensuite, il y aura des débats par rapport à existence substantielle, les trois natures des Chittamatra, etc. Ça, c'est très important. C'est leur exposé préféré d'ailleurs, hein, au Chittamatra. Et ensuite, on verra aussi des débats assez intéressants par rapport à existence nominale, existence véritable, existence vérité ultime, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant aussi. OK? Ok. Oui. Bravo, Ok. bravo, bravo. Mille bravo et merci encore. Cet après-midi, on n'a rien. Alors cet après-midi non plus, en effet, il y a juste demain pour si vous voulez suivre avec Geshe Jakpala. D'accord. Oui, oui, c'est ça. Sinon c'est vendredi prochain à 19h, ouais. Et puis on verra si ça suit au niveau des débats. Et puis si ça continue, tant mieux. Et ça s'essouffle un petit peu, on reprendra le vendredi à 15h comme d'habitude. Ouais. D'accord. Ok. Super, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci, à bientôt.